Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Et aujourd'hui, un numérique pour tous dédié aux réseaux. Oui, ces réseaux, ils sont partout dans nos vies, autour de nous, qu'ils soient sociaux, mais aussi urbains ou financiers. Et vous allez voir qu'ils répondent à des règles bien précises, même si ces règles nous échappent parfois. Alors, comment se crée un réseau? À quelles règles répond-il? Et peut-on réinventer Twitter ou YouTube avec des valeurs de bienveillance et de partage? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial genèse et avenir des réseaux sociaux, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial genèse et avenir des réseaux sociaux. Et pour mieux comprendre comment se crée un réseau, j'ai le plaisir d'accueillir un physicien, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay, dont les travaux sur les réseaux complexes lui a valu une reconnaissance internationale. Et il est également l'auteur du livre Le monde des réseaux, paru aux éditions Il est également l'auteur du livre Le monde des réseaux, paru aux éditions Odile Jacob. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marc Barthélémy. Marc Barthélémy, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui en plateau. Alors, avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui nous semble tout simple, mais c'est quoi un réseau ? Alors, sans s'en rendre compte, on vit dans les réseaux. Alors, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Et il y a les réseaux de transport. Et pour être un peu plus concret, le réseau amical qui nous concerne tous, c'est simplement la description de comment les gens sont reliés entre eux. Donc, on peut imaginer des individus et on met un lien entre deux personnes quand ils sont amis. Donc, on peut faire ça pour le réseau amical. Le réseau des banques qu'on parlera, qui a un peu d'actualité, là, on relie plus des individus mais des institutions comme les banques, et on met un lien entre deux banques quand l'une des banques doit de l'argent à l'autre. Et si on fait ça pour toutes les banques, on s'aperçoit qu'on fait ce grand objet qui a plein de liens, et c'est ça un réseau. Donc on voit que c'est beaucoup plus général que juste le réseau social. Le réseau des lignes aériennes, qui est un autre exemple important, puisque ça concerne les épidémies essentiellement, là on relie des aéroports. Et la règle pour relier des aéroports, c'est quand il y a une ligne directe entre deux aéroports. Donc ça fonctionne pour tout, on l'a compris, voilà. Une gare, les trains relient, un réseau social, etc. Voilà, c'est donc toujours la même mécanique. C'est très général, ce qui fait qu'il y en a partout. Et donc on passe notre temps, quand on sort de chez soi, on prend un réseau de transport, ensuite on rencontre des collègues qui font partie du réseau professionnel, et ainsi de suite. Bon, et alors, donc... on l'a bien compris, tout est réseau. Alors on va évoquer maintenant un réseau social que nous connaissons tous, et qui est Facebook. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre que grâce aux relations et aux amis que nous pouvons avoir dans notre réseau, on est tous reliés au maximum par 6 amis intermédiaires. Concrètement, expliquez-nous. Alors moi, je suis relié, par exemple, à Barack Obama ou à Emmanuel Macron par 6 amis intermédiaires. C'est ça ce que vous expliquez? Tout à fait. Le premier résultat, c'est une expérience passionnante de Milgram dans les années 70, donc avec des lettres et ce genre de choses. Là, on l'a refait avec des mails de manière un peu plus moderne. On s'est aperçu que pour aller d'une personne à une autre, alors si on ne connaît pas cette personne, on peut demander un ami. Est-ce que tu connais un tel? S'il ne la connaît pas, il peut lui-même demander un ami, et ainsi de suite. Et donc, on peut se demander quelle est la chaîne la plus courte qui me relie à n'importe qui. Par exemple, vous disiez Barack Obama, combien il me faut d'intermédiaires pour arriver à Barack Obama? Et ces études, alors des années 70, confirmées par des études plus récentes avec le mail, montrent qu'en moyenne, alors ça a diminué un petit peu, maintenant c'est même moins que 6, il y a 4 à 5 degrés de séparation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut que 4 ou 5 intermédiaires, c'est-à-dire qu'il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va connaître Barack Obama. Donc c'est assez incroyable, et on parle de petit monde, c'est l'expression consacrée. Nous vivons dans un petit monde, il y a très peu d'intermédiaires entre nous et n'importe qui d'autre. D'ailleurs, ça s'appelle la loi du petit monde, tout simplement. Alors, vous évoquez également dans votre livre que le pilotage du Covid a résidé dans le pilotage d'un réseau. Expliquez-nous concrètement comment on peut faire cette analogie. Alors, les virus de maladies infectieuses se propagent sur un réseau qu'on appelle le réseau de contact. En gros, maintenant, on met un lien entre les individus qui se croisent, par exemple, la journée. Donc, toute la journée, vous croisez des gens, et ça forme un réseau qu'on appelle le réseau de contact. Et c'est le réseau sur lequel le virus peut se déplacer. Et donc, il faut comprendre ce réseau. Et finalement, on arrive à la conclusion assez simple, qui est que pour arrêter le virus, finalement, il faut arriver à découper ce réseau en petits morceaux pour pas que le virus se propage. Donc, finalement, arrêter une propagation d'épidémie, c'est finalement arriver à morceler ce réseau de contact.
Et donc ça peut se faire de manière différente. On peut évidemment imaginer que les individus deviennent immunisés ou sont vaccinés. Donc ça a pour effet finalement de faire une barrière dans le réseau, c'est-à-dire d'empêcher que finalement le virus atteigne d'autres parties du réseau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on disait que se faire vacciner, c'est un acte citoyen, parce que ça protège pas uniquement soi-même, mais on fait barrière dans le réseau. Et donc on essaie de bloquer un peu partout les portes d'entrée pour le virus. Donc agir finalement, arrêter une épidémie, c'est finalement diminuer et réduire ce fameux réseau de contact pour que le virus ne se propage pas vers une proportion de la population importante. Alors là, on a pris le cas du Covid, mais un exemple plus récent est un exemple avec la faillite de la banque SVB. Là, si on prend votre méthode effectivement de réseau et de cascade de l'information, vous considérez qu'un réseau peut entraîner la faillite de tout un système ? Alors, on le voit, pas tous les jours heureusement, mais régulièrement. C'est-à-dire qu'une panne électrique, c'est aussi un réseau, un arbre qui tombe sur une ligne, qui engendre une cascade, un problème dans un transformateur, ainsi de suite, pour arriver à une cascade, une panne géante finalement. Et c'est finalement ça, une faillite un peu globale. Ça part d'un petit événement, comme ce qu'on voit maintenant, la faillite d'une banque SVB, et comme les banques sont reliées entre elles, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire par essentiellement des dettes et des prêts d'argent, si une banque a un défaut de paiement, elle peut transmettre ce défaut de paiement vers une autre banque, et ainsi de suite. Et donc on voit que finalement ces connexions, ces liens entre les banques, ce qu'on appelle le réseau donc, permet la propagation d'un défaut de type paiement et peut avoir des répercussions globales. Donc en fait il faut réfléchir, et les institutions financières ont pas mal réfléchi à ça, mais comment arriver à une structure du réseau bancaire de manière à arrêter ces propagations de faillite. Et concrètement, de manière plus quotidienne, toutes ces conséquences, vous les listez dans votre livre, vous pourriez nous en partager quelques-unes, parce qu'il y a des choses qui font frémir sur les émeutes, sur la faim, sur les soulèvements politiques. Et d'ailleurs, on le voit, depuis une quinzaine d'années, un réseau peut faire basculer un régime politique. Oui, on peut donner l'exemple du réseau, par exemple, d'import-export de blé. Avec la guerre en Ukraine, les exportations de blé, l'Ukraine est un grand fournisseur de blé, ainsi que la Russie. On s'est aperçu que, évidemment, les gens qui s'approvisionnaient directement en Ukraine n'ont plus de blé, doivent s'approvisionner ailleurs, mais il y a par ailleurs des intermédiaires qui s'approvisionnaient chez l'Ukraine, qui fournissaient d'autres pays, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que finalement, un événement comme ça peut avoir des répercussions mondiales dans tout un tas de pays, de l'Afrique jusqu'en Asie, à partir d'un seul événement. Et ça c'est l'exemple du réseau de céréales, mais finalement, la faillite des banques, on en parlait, les propagations d'épidémies, le blackout électrique, les pannes électriques, pareil, partent d'un tout petit événement qui peut se casser la figure. Et juste pour finir, les chaînes d'approvisionnement, qui sont vraiment importantes, ont été tellement optimisées qu'elles sont finalement très fragiles. Et on a vu des exemples où un événement, alors c'était l'Ever Given, le porte-container bloqué sur le canal de Suez, a paralysé 10% en gros de la production mondiale, et ça a coûté quelque chose comme 400-500 millions de dollars par heure. Donc on s'aperçoit que on a des points très très sensibles qui peuvent avoir des répercussions à une très grande échelle, et le média sur lequel se propagent ces pannes, ce sont les réseaux. Et alors c'est ce qu'on appelle un petit peu dans la vie courante l'effet papillon, qui fonctionne aussi pour les fake news. Alors une petite information, une rumeur peut provoquer un grand Big Bang, on va dire, sur Internet. Alors souvent, c'est le réseau qui est le médiateur de cet effet papillon. C'est-à-dire qu'une petite cause, avec l'effet des multiplicateurs des réseaux, c'est-à-dire que les réseaux sont finalement très connectés et permettent justement une propagation rapide. Par exemple, par les amis de mes amis, ça va très vite. Même si j'ai 5-6 amis, si eux-mêmes ont 5-6 amis, ça fait déjà une centaine d'amis à distance d'eux. Donc, on peut aller, c'est ce qu'on appelle exponentiel dans le jargon, mais très rapidement, le nombre de gens touchés par ces effets de réseau devient énorme. Donc, ça favorise largement cet effet papillon. Alors justement, si on prend un réseau comme Twitter, quelque part, la façon dont l'information fonctionne sur un réseau fait qu'on va un peu mettre des gens
en coalition les uns contre les autres. Le réseau peut provoquer justement ce genre de comportement? Alors, il y a eu un effet très néfaste, et ça, c'est finalement assez typique de ce qu'on appelle les systèmes complexes. C'est-à-dire qu'une petite cause peut avoir des effets à une grande échelle, à une échelle collective qu'on n'a pas forcément prévue. Et ces histoires d'algorithmes de recommandation où on dit finalement vous aimez telle chose, on va vous proposer des choses similaires, ce qui finalement part d'une bonne intention. Vous intéressez, je ne sais pas, aux vidéos de chats par exemple, on va vous proposer d'autres vidéos de chats, très bien. Mais sur des domaines plus sérieux comme la politique, là ça pose un très gros problème parce que finalement ces algorithmes de recommandation vont vous proposer que des individus qui sont essentiellement en accord avec vous et qui ne vous proposent pas une diversité d'opinions. Donc le fait à grande échelle, un peu imprévu, c'est que tout est complètement polarisé. On a les gens qui ont un certain type d'idées qui ne rencontrent jamais leurs opposants et qui ne s'abreuvent d'informations qu'auprès des gens qui sont finalement déjà d'accord avec eux. D'ailleurs, le ministre du numérique a rencontré Elon Musk en janvier dernier pour essayer de casser ce qu'on appelle ces fameuses bulles de filtre. On verra s'il y a une suite à ça, mais effectivement, il y a un œil qui est mis et une grosse vigilance. Il faudrait ajouter de la diversité ou même une espèce d'indicateur. Attention, vous êtes un petit peu monomaniaque, là, vous n'écoutez que les mêmes choses, etc. On pourrait avoir des idées comme ça pour introduire un peu de diversité dans ces réseaux, en effet. Alors, pour vous, Marc, si on parle de l'avenir des réseaux, dans une dizaine d'années, vous voyez les choses évoluer dans quelle direction? Parce qu'il y a beaucoup de biais aujourd'hui auxquels pas mal de gens réfléchissent. C'est quoi l'avenir des réseaux pour vous? Les réseaux, en général, on en parlait un petit peu, comme les chaînes d'approvisionnement, typiquement, ont été très fortement optimisées. C'est-à-dire que les réseaux, vraiment, les ingénieurs et chercheurs ont réfléchi à comment diminuer les coûts, à les rendre rapides, etc. Mais on s'est aperçu, finalement, avec le Covid et d'autres problèmes, que l'optimisation menait aussi à une très grande fragilité. Donc on a un problème de ce point de vue-là, comment rendre ces réseaux un peu plus résilients, comme on dit maintenant, et c'est d'autant plus accentué que ces réseaux ne sont pas indépendants. Et on s'est aperçu que les chercheurs ont compris il y a une dizaine d'années que quand on couple deux réseaux, par exemple le réseau électrique a besoin du réseau de communication pour fonctionner et inversement, et on s'est aperçu que la fragilité du tout est supérieure à la fragilité de chaque réseau. Donc on a encore plus de fragilité. Donc je pense que l'avenir, c'est vraiment comment rendre ces réseaux moins fragiles, plus résilients face à tous les problèmes qui nous attendent. Merci beaucoup Marc Barthélémy. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le monde des réseaux, paru aux éditions Odile Jacob. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous ferons découvrir un tout nouveau réseau social, Made in France, qui prône la bienveillance et le partage du savoir et qui sait peut-être bientôt un concurrent de Facebook. Le numérique pour tous spécial genèse et avenir des réseaux sociaux, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial réseaux sociaux. Et comme Internet est le fruit de ce que nous en faisons, j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur d'un tout jeune et prometteur réseau social, Quaice. Alors je l'appelle QWICE, Quaice. Thomas Leralu, bonjour. Donc vous êtes justement à la tête de ce nouveau réseau et merci d'être parmi nous. Donc vous avez lancé récemment cette initiative. Vous envisagez de remplacer Facebook ou Twitter avec Quaice? Bonjour Vanessa Pérez. Alors déjà merci de me recevoir. Non, on ne cherche pas du tout à remplacer Twitter ou Facebook parce qu'on a un intérêt à ne pas le faire. En fait, on a un gros problème au niveau mondial. C'est ce qu'avait évoqué il n'y a pas très longtemps Marc Barthélémy ici. Il se trouve que partout dans le monde, le Congrès américain, l'Union européenne, même en Asie, on s'inquiète un petit peu des dérives des réseaux sociaux, que ce soit la montée en puissance des fake news, qui favorise le complotisme, etc., de tout ce qui est haine en ligne, de tout ce qui est détournement, notamment du point de vue politique, ce qui avait été très bien abordé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où on va, parce que les réseaux actuels ont été conçus pour faire de la quantité, pour maximiser la quantité des échanges. Il faut faire du clic. Il faut polariser, il faut suggérer du contenu que les gens aiment déjà, et ce qui occasionne des bulles de filtre. Pour générer de la publicité, on le dit, pour maintenir l'attention justement. Absolument. Est-ce que vous savez, je me permets de faire une question. C'est moi qui pose les questions. Est-ce que vous savez ce qui génère le plus d'argent chez un réseau social? Allez-y, je vous laisse la réponse. C'est la discorde. Ce qui les intéresse, c'est de faire des communautés de gens qui pensent pareil et puis de les faire s'entretuer. C'est parce que ça fait du clic. Les gens, ils sont là, ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus, ils se verront jamais, mais par contre, ils vont revenir sur l'outil pour pouvoir avoir le dernier mot face à des gens qui verront jamais. C'est formidable. Alors concrètement, vous proposez quoi avec Quaice? Ce qu'on propose, c'est tout simplement un outil qui a été repensé de zéro, on a tout remis à plat, pour aider les gens à mieux se comprendre, pour aider à reprendre le contrôle de nos émotions.
Aujourd'hui, Facebook et Twitter se basent énormément sur des choses émotionnelles. Les échanges sont émotionnels. Les likes, c'est génial, ils ont fait une révolution, ils ont mis plein d'autres likes. Like colère, like rire, like pleurs, c'est que des émotions tout ça. C'est le pathos qui prend sur le logos. Or, l'émotion, ça n'aide pas les gens à vivre ensemble, ça n'aide pas les gens à mieux se comprendre. C'est ce qui occasionne énormément d'incompréhension, parce que la haine vient de l'incompréhension. Nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement un réseau social où le cadre fait que tout ce qui est haine, agressivité inutile, tout ce qui est fake news, tout ce qui est harcèlement en ligne, ne décolle simplement pas. Donc concrètement, on va sur votre réseau, on discute de quoi, on échange sur quoi, quelle est un petit peu l'atmosphère quand on accède à Quaïs ? Tout simplement, l'atmosphère qu'on aurait dû avoir sur un réseau qui prétend être social, c'est tout simplement, on peut parler de tout, on peut déconner, on peut rigoler, on peut parler de sujets sérieux, on peut s'écouter parler, ça marche aussi. Seulement, c'est juste qu'il n'y a pas tous ces débordements, il n'y a pas toute cette haine, il n'y a pas tout ce qui est en train de détruire le tissu sociétal qu'on a mis des siècles à construire, quoi. Donc ça veut dire que vous vous autorisez à sortir des utilisateurs qui pourraient être néfastes, comme l'a fait Twitter récemment avec Kanye West sur votre réseau ? Si on ne le faisait pas, on ne tiendrait pas notre promesse. Et s'il y a un truc qu'on s'interdit, c'est précisément de ne pas tenir nos promesses. Alors vous positionnez comme le média du vivre ensemble, on va dire, mais ça doit être quand même un petit peu ennuyeux. Vous partagez quoi, de la culture, des vidéos de chatons ? C'est quoi l'idée ? J'entends souvent que ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est le croustillant, c'est le clash, c'est un petit peu tout ce qui est justement émotionnel. C'est précisément ce qu'on... C'est pas qu'on veut l'éviter, c'est qu'à un moment donné, il y a un minimum de bienséance à observer. On peut tout à fait se disputer sur quoi, et ça, c'est juste qu'on va pas menacer nos mères, se doxer, etc. Si vous voulez, c'est important que Twitter reste, parce que Twitter fait quelque chose d'émotionnel, fait une espèce de défouloir pour les gens. Très bien, qu'ils y restent. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative pour les gens qui ont enfin envie d'autre chose que de simplement faire leur pub ou de s'engueuler avec des gens qu'ils connaissent pas. Nous, on a envie de réseaux où les gens parlent normalement, où ils peuvent exprimer des idées, les étayer, sans se faire, pardon l'expression, défoncer à chaque fois, quoi. Alors justement, vous évoquez Twitter, et récemment, Meta a lancé un réseau qui se veut concurrent à Twitter et décentralisé. Quel est votre avis sur cette initiative ? Mon avis, c'est qu'ils ont dit ça très fort, pour pas dire très fort aussi que le métavers était un peu en perte de vitesse. Maintenant, concrètement, ils font un concurrent finalement à Twitter, mais sur le côté décentralisé. De ce que j'ai compris, finalement, ils vont faire un concurrent à Mastodon. Mastodon répond à une problématique qui est-ce qui possède le réseau, qui est-ce qui possède les lignes. C'est donc la décentralisation, c'est pas un gros serveur qui possède tout, mais un ensemble de petits serveurs que les gens payent, j'imagine, j'ai pas de détails sur ce que va faire Meta. C'est pas la problématique à laquelle on répond. Ça n'aide pas concrètement les gens à mieux se comprendre, à mieux vivre ensemble, à mieux communiquer. La qualité des réseaux, justement, va pas être améliorée avec ça. C'est pas... Alors l'Europe a mis en place récemment un cadre qui s'appelle le Digital Service Act pour légiférer et encadrer davantage les GAFAM. Là aussi, vous pensez qu'une initiative légale peut être justement la réponse à ces dérives, ou alors chacun doit se prendre en charge et peut-être réviser sa position pour éviter des défouloirs comme les réseaux ? Alors là, c'est la même question que le keynésianisme, la main invisible, etc. C'est est-ce qu'on peut s'autoréguler dans un monde capitaliste ou pas, finalement. Moi, je pense quand même que la responsabilité des gouvernements, ça aurait été de faire les lois il y a 25 ans. Seulement, c'est compliqué parce qu'on ne maîtrisait pas ces technologies et justement les conséquences, l'effet papillon sur ces réseaux il y a 25 ans. Donc oui, évidemment, les lois, c'est important. Maintenant, si c'est pas suivi de nouveaux acteurs, ça aura pas d'intérêt. Les réseaux comme Twitter et Facebook ne vont pas changer leur business model. Leur business model n'est pas construit sur le fait que les gens rencontrent des amis et font des rencontres et des discussions enrichissantes en ligne. Leur business model est construit sur le fait de mettre des pubs sur des gens qui, concrètement, pardonnez-moi l'expression, s'engueulent. Donc à partir de là... D'accord. Alors, et vous, votre business model, alors justement, puisque vous ne mettez pas des gens sur des réseaux qui s'engueulent, comment vous arrivez à financer un réseau comme Quaïs, et combien d'abonnés a-t-il aujourd'hui ? La solution, c'est surtout pas... je réponds dans l'ordre. Ouais. La solution, c'est surtout pas de financer tout ça que par la pub. Je sais que tout le monde est habitué aujourd'hui au gratuit. Et la solution, c'est pas non plus de tout rendre payant. La solution se trouve exactement entre les deux. Il faut que des gens qui veulent pas payer puissent avoir un accès quand même en échange de pub, et que des gens qui veulent mettre un peu plus pour supprimer toute pub on n'a aucun traçage publicitaire à ce tarif-là, ils puissent le faire, tout simplement. Et à partir de là, on propose quelque chose de vraiment, vraiment différent, quoi. Et on a une sécurité sur votre réseau au niveau des données, parce que les réseaux comme Facebook et autres réseaux savent beaucoup de choses sur nous, les choses qu'on veut bien leur dire. Est-ce que quand on va sur Quaïs, justement, il y a des garanties, il y a des garde-fous plus élevés que ceux qu'on pourrait avoir sur un réseau traditionnel ? Sur Quaïs, aujourd'hui, donc pour répondre à la question précédente, on avait quand même, on a plus de 3000, 3500 préinscrits, alors qu'on n'a pas encore fait de campagne de com. Bref, ça intéresse quand même vraiment des gens. Je sais même pas d'où ils viennent, moi, les 3500 préinscrits, c'est vraiment intéressant.
Par contre, en termes de sécurité, à plusieurs niveaux. Déjà, les données sont hébergées en France, chez OVH, à Roubaix. Faites-nous un prix, on sponsoring. Ce qui se passe, c'est que nous, la sécurité qu'on propose, elle est totale. On ne revend pas les données. On ne fait pas tout ça. On diffuse quelques pubs qui effectivement utilisent parfois des cookies, mais avec l'avertissement RGPD, etc. Mais quand les gens payent un abonnement premium, c'est zéro. La maîtrise est totale, sans compromis avec la liberté d'expression. Et pour vous, là, justement, l'avenir des réseaux sociaux, il ressemblerait à quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal d'initiatives, il y a eu Mastodonte, il y a des réseaux qui naissent, qui meurent, enfin ça va assez vite en ce moment sur les communautés. Quel est l'avenir d'un réseau pérenne, justement, si on n'est pas sur cette logique de pub et de maintien par des capitaux d'annonceurs? Pour moi, c'est comme les voitures. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est demandé quel était l'avenir de la voiture en pensant systématiquement aux énergies carbone. Finalement, c'est la voiture électrique, c'est la disruption qui a provoqué l'innovation. Et pour moi, ça va être pareil pour les réseaux. Au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre de tout ça, ils vont aller vers autre chose. Autre chose, c'est nous. C'est vous, c'est Quaïs. Quaïs.fr .org. .org, ça c'est important de le mentionner. Marc, je reviens vers vous quand vous entendez justement ce type d'initiative, vous qui avez un historique de quelques réseaux qui sont nés et qui ont disparu. C'est quoi, un petit peu, si on peut dire, les ingrédients à la recette du succès d'un réseau dans les années à venir? Oui, la possibilité, c'est vrai qu'on a perdu de vue que le réseau social au départ c'était pour créer du lien social. C'est quand même ça. Oui. C'est quand même ça le point de départ. D'où le nom d'ailleurs. Et on l'a complètement perdu de vue. C'est-à-dire que finalement le morcellement, on est face à un vrai problème. Bon, tout d'abord sans parler, moi ce qui me concerne, je trouve la vacuité de choses comme Instagram terrible. Mais des réseaux sur Twitter qui pourraient être intéressants sont devenus une foire d'empoigne et très clairement, comment recréer du lien social et de l'intelligence collective à partir d'un réseau, ça me semble en effet fondamental quand on parle de ces réseaux. Donc ce genre d'initiative, forcément, ça va être compliqué parce qu'ils ont les moyens, etc. Et les gens ont un peu d'inertie aussi. Quand on a l'habitude de tweeter sur Twitter, on a du mal à changer. Bon, mais il faut justement espérer qu'on y arrive, tout à fait. Et pour vous, cet anonymat justement qu'il y a sur des réseaux comme Twitter ou YouTube, c'est un gage de lâcheté, on peut l'appeler comme ça, et est-ce qu'on devrait y remédier? Oui, très clairement. Je suis pas un expert en sociologie comme ça des réseaux, mais très clairement, les gens se permettent de dire des choses qui ne se permettraient pas de dire lors d'une conférence ou d'un débat d'opinion au public. Très clairement, ça évidemment. Enlever l'anonymat déjà serait un grand pas en avant. Quel est votre avis sur l'anonymat? Je rejoins pas tout à fait cet avis-là. Je comprends tout à fait l'idée, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'activistes, de gens qui sont dans des pays ou dans des situations où ils ont besoin de l'anonymat pour s'exprimer. Il faut pas... Nous, ce qu'on veut, c'est être sans compromis avec la liberté d'expression. Et pour ça, il faut maintenir l'anonymat. La solution, c'est pas de mettre un flic derrière chaque personne, chaque ordinateur. La solution pour s'en sortir, une solution démocratique, finalement, c'est la co-responsabilisation. C'est plutôt de mettre en valeur les gens utiles et finalement d'invisibiliser la foire d'empoigne. En faisant comme ça peut fonctionner. C'est le principe des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones mettent en avant les valeurs intéressantes, les valeurs pertinentes. Oui, l'anonymat favorise quand même la désinhibition. On a tendance, les gens apparemment ont tendance quand même à dire des trucs assez extrêmes alors qu'ils oseraient peut-être pas le dire et le pensent peut-être pas, mais comme ça, de manière non anonyme. Donc je pense que c'est un débat en tout cas. C'est une question compliquée en ce qui me concerne. Mais moi, j'assume mes idées. Je suis pas anonyme je pense que beaucoup de gens, en effet, disent des choses horribles, épouvantables, sous couvert d'anonymat, qu'ils n'oseraient jamais faire pareil. Laissons-les crier dans le désert. Bon. Anonyme ou pas, le débat reste ouvert et chacun peut garder sa position. En tout cas, je rappelle, Thomas, le réseau Quaïs, QWICE.org, si vous voulez de la bienveillance, échanger, voilà, il est d'ores et déjà ouvert. Et Marc Barthélémy, le livre Réseau, paru aux éditions Odile Jacob. Je vous remercie à tous pour votre éclairage et votre vision sur ce quotidien qui nous entoure. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur ces fameux réseaux sociaux. Et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.